Bonjour à tous, bienvenue pour la première conférence de la journée. Mon nom est Tamal Bouzidi, je suis chef de projet chez Apla. Donc, ça fait un peu plus de 5 ans que j'accompagne des OBNL, autant en France qu'au Québec, plus fort, est-ce que vous m'entendez? Dans la numérisation de leur processus. Et aujourd'hui, on va parler d'engagement, que ce soit pour les donateurs, les participants aux activités ou les bénévoles. Les 3 principaux défis rencontrés avec les associations que j'ai pu accompagner dans les dernières années, c'était la collecte de dons, mais aussi convertir les dons, les donateurs en donateurs récurrents. Ensuite, on a la participation aux activités et l'implication. Et finalement, le recrutement des bénévoles, mais aussi leur fidélisation. Collecte des dons. Pour les dons, les défis décelés sont la difficulté à atteindre les objectifs, le manque de suivi des donateurs, la difficulté à convertir les donateurs en donateurs récurrents. Puis aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail des configurations. Ça, on peut le voir par la suite au niveau des kiosques ou si vous prenez un accompagnement, une banque d'heures avec nous. Mais on va plutôt avoir des astuces qui sont en plus des configurations que vous pouvez apporter sur votre compte Yapla. Donc, astuce numéro 1, la personnalisation. Aujourd'hui, il y a des campagnes de dons partout. On s'en va au IGA, on nous demande de faire un don. On s'en va sur Internet, il y a des campagnes de dons partout. Pourquoi qu'un donateur va vous donner de l'argent à vous? Donc, c'est ça la question. Et donc là, j'ai remonté un exemple d'une association française, Wallando. Donc, cette association-là, en fait, derrière cette association, il y avait une personne, une Française, qui allait au Sénégal, qui est tombée en amour avec le pays, puis qui a vu qu'il y avait plusieurs problèmes. Et là, sur son site, vous voyez, on a créé 3 campagnes de dons, une pour les équipements, une pour les vélos, puis une pour le soutien alimentaire. Et donc, pour les vélos, la campagne, en fait, ce qu'elle vise, c'est vraiment d'aider des enfants qui marchent jusqu'à 14 km par jour pour aller à l'école. Fait qu'ils ne sont pas concentrés à l'école parce qu'ils sont fatigués. Donc là, cette campagne-là, elle vise à récolter de l'argent. Excusez-moi, je vais prendre une respiration. Elle vise à récolter des dons pour aller acheter ces vélos-là pour justement aider les enfants. L'astuce numéro 2, l'implication à travers les campagnes participatives. Donc, ces campagnes-là, la plus connue d'entre elles, c'est le défi tête rasée. Donc, pendant ce défi-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va impliquer des participants qui vont aller chercher pour nous des donateurs, qui vont faire des dons et donc soutenir la cause. Un exemple de ce qui a été fait sur Yapla, la campagne Ski ta vie. Donc, c'est une campagne participative où c'est les participants qui s'en vont chercher des donateurs. Et donc, à travers ça, on implique non seulement les participants, mais aussi les donateurs. Le thermomètre. Ce que je recommande à mes clients, c'est de ne pas le mettre au début, parce que quand vous n'avez pas encore récolté des dons, ça ne sert à rien, ce n'est pas motivant. Par contre, une fois que vous commencez à récolter des dons, là, à ce moment-là, vous pouvez l'afficher. Et ça va être un élément clé dans la motivation des donateurs. L'astuce numéro 3, la communication. Et là, j'ai mis le « après » en orange exprès, parce que souvent, on va communiquer avant, on va communiquer pendant, mais pas après. Mais c'est important de dire à nos donateurs ce qu'on a fait avec l'argent, d'envoyer des courriels, des infolettres, des images, d'expliquer quel équipement on a acheté, quelles actions ont été faites avec l'argent qui a été récolté. Un outil qui n'est pas vraiment connu, mais qui gagnerait à être connu, c'est les recherches dynamiques dans cet outil-là, il permet d'aller cibler une certaine catégorie de donateurs. Dans mon exemple ici, je dis au système, sors-moi tous les donateurs qui ont donné 20 $ et plus dans la dernière année dans toutes mes campagnes de dons. À quoi ça sert? Ça sert justement à aller cibler les donateurs qui ont donné 20 $ et plus. Là, vous pouvez choisir le montant, vous pouvez choisir la période, vous pouvez choisir les campagnes de dons si vous en avez plusieurs. Et de cette façon, en plus des infolettes qui sont plus générales, qui vont s'adresser à tous vos donateurs, là, ça va s'adresser à une catégorie bien déterminée.
Par exemple, vous pouvez aller cibler toutes les personnes qui ont donné plus de 500 $, puis là, aller faire une communication spécifique pour ces personnes-là, pour les inviter, exemple, à un événement. Justement, je parlais de la communication. Là, vous allez le voir plus en détail à 11 h avec la conférence sur le marketing, mais les courriels et les infolettes, c'est très important. Donc ça, c'est pour les donateurs. Il y a plusieurs outils qui sont mis à votre disposition dans Yapla, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment communiquer, 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 avant, pendant et après. La participation aux activités, c'est pas mal les mêmes défis. Des fois, l'inscription, elle est ardue. Le formulaire, il est trop lent. Les champs qui sont configurés, ce n'est pas forcément les champs natifs de Yapla. L'information n'est pas bien récoltée par la suite et ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'on ne peut pas par la suite l'exploiter. Le manque de visibilité des activités, ça aussi, c'est un problème. Parce qu'on a beau avoir le formulaire le mieux configuré, si notre événement, il n'est pas connu, il n'y a personne qui sait qu'on organise un événement, ça ne sert pas à grand-chose. Et finalement, la communication insuffisante post-événement. Si par la suite, on ne remercie pas les participants, ça se peut que ceux-ci ne reviennent pas. Truc et astuce Yapla, c'est sûr que ça passe en premier lieu par la simplification des inscriptions. S'il y a des champs qui ne sont pas nécessaires, on ne va pas les mettre ou on va les mettre en optionnel. Il ne faut pas compliquer la vie des gens. Ensuite de ça, sur mon site, il faut que ça soit clair. À qui s'adresse mon événement? Si j'ai plusieurs événements, il faut catégoriser les événements et permettre aux personnes de filtrer pour aller chercher le type d'événement qui les intéresse. Les tarifs doivent être clairs, il doit y avoir une description qui explique à qui ça s'adresse, qu'est-ce que ça comprend. Si j'ai des tarifs différents avec des périodes d'inscription différentes, comme par exemple dans notre cas, il y a eu un tarif Early Bird, il faut communiquer dessus pour dire, voilà, en ce moment, le tarif est de X montant, mais après cette date-là, ça va passer à tel montant. C'est important de communiquer, tout en gardant ça simple. Un exemple ici de recommandation qu'on fait à nos clients, je ne sais pas si vous organisez des conférences, des colloques, des congrès, c'est de séparer l'événement en deux, parce qu'en général, un colloque ou une conférence, on va s'adresser à des participants, mais aussi, on va aller chercher des partenaires. Donc, si j'organise un colloque, que je cherche à avoir des partenaires, je vais avoir un partenaire or, partenaire argent, partenaire bronze, etc. Et les participants d'un côté, la communication ne va pas être la même. On ne va pas s'adresser de la même façon aux participants versus les partenaires. Les tarifs ne vont pas être les mêmes. La présentation de l'événement, même si c'est le même événement, ça ne va pas être la même chose. Les participants, on va dire que c'est la 3e édition, venez nombreux, etc. Alors que les partenaires, on va leur parler de la visibilité qu'on va leur offrir, on va parler d'autres choses. Donc là, on les sépare parce que même s'il s'agit du même événement, il n'y a rien en commun entre les deux. Les événements bénéfices pour augmenter l'implication. Donc, les événements bénéfices, c'est drôle parce que dans ma recherche, quand je préparais ma conférence, j'ai pu voir, par exemple, que le musée McCord, il récolte plus que 50% de ses revenus grâce aux événements bénéfices. Donc, ils se donnent vraiment dans les événements bénéfices. Ils essaient toujours d'être créatifs parce que non seulement un événement bénéfice, c'est quoi? C'est un événement qui est relié à une campagne dedans. Donc, la personne va acheter un billet pour un souper spaghetti, un dîner gala, etc. Puis, d'un côté, la personne va payer, par exemple, 30 $. Puis nous, derrière le 30 $, on le configure dans Yapla pour qu'il y ait une portion qui part dans les dents, dans un poste comptable complètement séparé, et qu'il y ait un reçu fiscal qui part automatiquement. Donc ça, les événements bénéfices, c'est vraiment super pour l'implication, parce que ça permet de générer des dons. Les tarifs de groupe, justement, en parlant des événements bénéfices, comme par exemple un tournoi de golf pour une levée de fonds, les tarifs de groupe, c'est très pratique parce que justement, les tournois de golf, on va avoir des tarifs quatuors ou les soupers dont je parlais, ça va être des tables. Donc, en proposant des tarifs de groupe, vous allez non seulement augmenter le nombre de participations, mais aussi créer un effet de levier autour.
L'astuce numéro 2, c'est la communication avant et après l'activité. On communique beaucoup avant les événements pour faire connaître notre événement, pour avoir des participations, mais on communique très peu après l'événement pour remercier les participants. On a les communications automatisées de Yapla, mais aussi il faut recourir aux infolettes, aux réseaux sociaux, le site web. Remercier nos participants. Si jamais on a eu recours à un photographe ou vidéaste, comme aujourd'hui, on va partager ces photos-là avec les personnes qui étaient présentes. Donc, c'est important de communiquer aussi après l'événement. Souvent, ce qui se passe, c'est que la pression retombe, on a fini l'événement, on se met sur un autre événement, on oublie ça, on passe à autre chose. Mais c'est vraiment important de prendre un moment puis de communiquer. Le recrutement et engagement des bénévoles. Ça, c'était le 3e défi qui a été remonté. Les défis sont la difficulté à aller trouver des bénévoles, premièrement. Deuxièmement, le manque de suivi. Qui fait quoi? Combien d'heures? C'était quel poste? On ne sait pas. Et la difficulté à les convertir surtout en bénévoles engagés qui vont revenir année après année chez nous pour nous aider dans notre cause. Le bénévolat, c'est quoi? C'est un échange qui doit être mutuellement avantageux. Un win-win, comme on l'appelle. Donc, le bénévole, lui, il cherche à soutenir une cause, il a peut-être une autre motivation derrière. Et l'association, elle a quand même une ressource qui est inestimable parce que c'est des gens qui sont là pour l'aider à réaliser sa mission gratuitement. Ce qui est important ici, c'est le formulaire. Le formulaire qu'on va configurer, même si on l'a vu pour les autres fonctionnalités aussi, c'est important. Mais ici, il faut vraiment utiliser le formulaire qui doit être vraiment votre premier allié. Pourquoi? Parce que dans ce formulaire-là, on veut savoir les disponibilités de la personne, la fréquence à laquelle elle peut faire du bénévolat, les postes qui l'intéressent et autres informations qui peuvent être pertinentes. Un formulaire avec juste nom, prénom, courriel, là, il ne sert absolument à rien. Parce que derrière, vous aurez toujours le même travail à faire, il faut appeler, il faut écrire des courriels, etc. Alors que là, vous avez déjà une base qui est prête à être exploitée. Le statut du bénévole aussi, c'est important. Parce qu'un étudiant versus quelqu'un à la retraite, ce n'est pas le même type de bénévole. Et on va le voir tantôt pourquoi. Donc ici, j'ai mis un exemple d'un formulaire qu'on a justement configuré dernièrement pour un client au Québec. Donc, comme vous le voyez, on demande la disponibilité. Et là, on va avoir plusieurs jours, le créneau horaire, la fréquence, les postes disponibles. Et là, après, on a un champ zone de texte pour mettre des commentaires. Derrière, c'est une machine qui est très puissante. Je ne sais pas si vous connaissez la fonctionnalité donnée, où on fait parler 2 objets. Donc, d'un côté, on a l'objet des bénévoles, où on a des informations du ou de la bénévole, avec son nom, son prénom, tout ce qu'elle a rempli dans le formulaire, les postes, la fréquence, disponibilité. Puis de l'autre, on va avoir toutes les actions de bénévolat qu'elle a faites, avec le suivi, vous voyez, le suivi des heures, les notes. Et ça permet quoi? Ça permet en fait, par la suite, d'exporter un fichier Excel et vous allez voir, dans le fond, le nombre d'heures par bénévole. On va savoir que tel bénévole a fait 20 heures ce mois-ci, l'autre, elle en a fait 50. Puis ça permet de voir aussi le niveau d'implication des bénévoles, mais aussi, dans ce cas-ci, spécifiquement, la plupart de ces personnes sont des personnes qui sont réfugiées, puis ça les aide par la suite dans l'obtention de leurs papiers ici. Donc, c'est très utile. L'astuce numéro 2, c'est de connaître les bénévoles. Donc, je disais tantôt le statut. Un étudiant versus quelqu'un qui est à la retraite, les motivations. Est-ce que la personne est là parce que la cause lui parle personnellement? Il y a quelqu'un de sa famille, par exemple, qui est atteint de cette maladie, donc elle veut nous aider. Est-ce que la personne, elle cherche justement à combler un vide, à avoir une communauté autour? Les motivations derrière peuvent être différentes d'une personne à une autre, puis les personnalités aussi. Puis pourquoi c'est important de connaître ces bénévoles? Parce que par la suite, la reconnaissance, elle doit être personnalisée pour les engager, les fidéliser. Si on fait juste un post Facebook pour remercier nos bénévoles, c'est bien, certes, mais ce n'est pas assez. Alors que si on les connaissait, si on connaissait leur statut, leur motivation derrière, là, par exemple, l'étudiant
peut-être que lui, ce qu'il aimerait, c'est une lettre de recommandation pour sa première job. Quelqu'un qui est à la retraite, peut-être que ce qu'il aimerait, c'est une paire de billets de concert pour y aller avec sa femme. Donc, vous voyez, les reconnaissances peuvent être variées et personnalisées, dépendamment du statut et des motivations, et aussi de la personnalité du bénévole. C'est plate parce que je commence à être à l'aise à la conclusion, mais vous l'aurez compris, il y a 3 étapes clés pour chacun des défis qu'on a vus. Il y a la configuration, je ne me suis pas attardée là-dessus, mais vous pouvez venir nous voir à notre kiosque, ça nous fera plaisir de vous aider. Donc, c'est sûr que ça prend la base. C'est comme quand on construit une maison, la fondation doit être stable et solide. Par la suite, c'est la présentation. Donc, c'est là qu'on commence à monter les murs, à mettre des cadres, etc. Puis après ça, il y a la communication, puis souvent, on oublie le après. On a le avant, des fois le pendant, mais le après, souvent, il est négligé. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on crée une communauté autour de soi, que ce soit avec les activités, les dons, etc. La reconnaissance, la personnalisation, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Fait que, comme j'ai dit, là, c'était une introduction, je pense, à la conférence qui s'en vient à 11 h, qui va parler de marketing avec mon collègue Idriss, je pense, qui est au fin fond de la salle, qui se cache. Mais sinon, vous allez pouvoir venir échanger avec nous tout au long de la journée à nos kiosques. Donc, dépendamment du sujet, des questions que vous avez, il y a différents kiosques, je pense, aujourd'hui, qui peuvent répondre à pas mal de questions dans plein de domaines. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci.